Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour le module 3. Le module 3 c'est la partie TCP/IP configuration, RDP, partage de fichiers, imprimante et quelques outils de dialogue. On y va, hop. Donc directement on est sur le PC Windows. Ici vous avez en bouton droit paramètres et réseau. Donc dans le paramètre réseau vous avez la carte Ethernet, le VPN, les proxys, adresse à distance et paramètres avancés. Donc l'Ethernet, la partie IP à ce niveau-là, quand on fait modifier, vous pouvez passer en manuel ou automatique. Au niveau de DNS, pareil, vous pouvez passer en manuel ou automatique. Alors réseau public privé, quand vous avez un ordinateur personnel, le réseau il passe directement en public. Si vous avez un réseau à la maison, ça s'appelle un réseau privé. Après, il y a un troisième type de profil qui est le domaine, qui est lié à l'entreprise. Aujourd'hui, on n'a pas encore cette partie-là puisqu'on ne l'a pas lié au domaine. On revient. Sur cette partie VPN, vous pouvez directement éviter d'installer des clients VPN, par exemple, et vous pouvez directement ajouter à cet endroit-là les infos de VPN. Un VPN, pour la précision, c'est quoi? C'est un tunnel qui va de votre poste vers un serveur qui est peut-être celui de l'entreprise ou un autre serveur. D'accord? Imaginons que vous voulez sécuriser votre connexion. On vous vend des types de VPN, CyberGhost, NordVPN. C'est juste que ça va créer un tunnel entre votre machine et celui du serveur. Et l'IP qui va être détecté, c'est pas le vôtre quand vous allez sur Internet, c'est celui de la machine qui est de l'autre côté. Donc c'est l'IP du réseau de l'entreprise qui fournit le VPN. C'est pour ça qu'on dit qu'on est un peu sécurisé, parce qu'on est caché derrière l'IP de l'entreprise qu'on achète, NordVPN ou Ghost. On est caché derrière eux, et cette IP-là, elle est utilisée par des milliers d'utilisateurs. C'est pour ça qu'on est protégé. Mais on n'est pas tellement protégé parce que ceux qui gèrent le VPN, ils ont tout votre trafic. Si vous prenez des outils gratuits, bah, il faut savoir que le trafic est monitoré ou accessible à ces gens-là que vous faites confiance. Vous mettez un VPN, vous donnez le contrôle aux gens que vous avez confiance de l'autre côté. Vous faites un trust, on appelle ça. C'est une relation de confiance entre eux et nous. Entre eux, ils vont dire, bah nous, on n'a pas de log, on regarde pas, mais on sait pas. On sait pas. Donc VPN, ça veut pas dire qu'on est sécurisé, ça veut juste dire qu'on crée une connexion avec un serveur distant, et ce serveur distant-là va télécharger pour vous, et vous êtes caché derrière ce serveur distant. Voilà, ça veut juste dire ça, le VPN. Le proxy, qu'est-ce que c'est? En fait, le proxy, c'est que votre ordinateur, il est là, vous allez directement sur Internet. Donc, vous êtes un peu libre, vous faites ce que vous voulez. Les ordinateurs de société, ils mettent un proxy pour contrôler l'Internet. C'est du genre, vous allez sur Google, le proxy, il dit, bah tiens, il y a l'IA qui veut aller sur Google, ok, laisse-lui passer, c'est bon, c'est dans nos règles, on la laisse passer. Maintenant, vous allez sur un site de torrent, le proxy, il dit, bah non, ça, il n'a pas le droit, bah je le laisse pas passer. Le proxy, on vient dire à tous les ordinateurs de l'entreprise, tu passes par là, par le point de douane, comme ça, on te contrôle à chaque fois que tu passes quelque part. Ça permet un contrôle centralisé des flux Internet, le proxy. Après, il y a la partie accès distant. On la verra un petit peu plus tard. Les paramètres avancés réseau. Donc ça, c'est les anciennes interfaces. On va y aller. Hop. Donc là, on est sur l'Ethernet 0. Ça, c'est le nom de la première carte quand elle est connectée. Paramètres avancés. Donc bon, c'est des manipulations. Si vous connaissez pas, bah, le pare-feu qu'on avait vu ensemble sur le premier module et un peu les anciennes options. On verra un petit peu plus tard toutes ces parties-là. On a fait le tour de la partie réseau. On va aller au niveau du partage de fichiers. Donc, pour partager un dossier, on va le voir de façon vite fait parce que ça sera sur un serveur que ça sera plus intéressant. Là, on se rappelle qu'on avait crypté le disque D avec un mot de passe que j'ai oublié. Donc, on va utiliser que le disque C. Donc, vous avez votre disque de données.
Ici, vous avez un dossier partage. On va en créer un nouveau dossier partage. On avait vu les ACL dans le premier module. Donc ici, on a les ACL. Ici, on a la partie du partage. Il y a juste à cliquer sur partage avancé. On fait notre partage. Là, on met slash partage. Hop. On fait appliquer. On donne les autorisations. Qui a accès à ce partage-là? Au niveau des partages, soit contrôle total. La personne peut modifier, donner des autorisations. À partir de là, elle peut avoir le contrôle total. Donc ici, dans le partage, si je fais un nouveau dossier test, pour accéder au partage, il faut récupérer le nom de l'ordinateur. Donc CMD ou PowerShell, n'importe quoi, hostname. Hostname, on a récupéré le nom du partage. Pour accéder à cet ordinateur, anti-slash, nom d'ordinateur, entrée. Il s'est connecté à l'ordinateur. Donc ça veut dire que quand vous avez créé un partage à ce niveau-là, ça s'appelle du partage SMB, c'est sur le port 445, donc on a accès à ce partage-là, et il suffit de faire hostname pour avoir le nom de l'ordinateur du partage. Vous êtes sur un autre partage, vous faites anti-slash, le nom du hostname, et il va vous présenter les partages qui existent selon les autorisations. Alors ici, qu'est-ce qu'on a vu? Dans la partie partage, propriété, partage, avancé, autorisation. Là, tout le monde peut écrire. Donc là, moi, je suis sur le partage. Je fais un bouton droit, nouveau dossier, IMAP. Hop. Là, j'ai créé une image. J'ai pu écrire. Si je crée un autre fichier, je peux écrire. Je reviens sur le partage. Je délivre des services de vidéo. Je veux pas que les gens suppriment mes fichiers. Donc je leur donne que la lecture. Hop, j'ai créé un partage qu'en lecture seule. En lecture seule, je reviens sur mon partage. Des fois, il faut que j'actualise un peu. Là, je réaccède au dossier partage, je veux faire un nouveau fichier. Donc voilà, on n'a pas accès parce qu'on a juste la lecture seule. Mais par contre, j'ai accès aux données partagées. Je peux ouvrir l'image que j'ai créée. Il y a rien, mais je peux l'ouvrir. Ici, je peux accéder au fichier texte. Donc, on vient de voir la partie du partage. On va aller sur la partie imprimante. La partie imprimante, elle se positionne à ce niveau-là. On tape juste imprimante. Ici, on aura tous nos imprimantes. Moi, j'en ai pas, j'utilise pas d'imprimante. Donc ici, on aura tous nos imprimantes qu'on aura installées. On a une imprimante qui est tout PDF. Par défaut, cette imprimante-là, elle nous permet directement, si on a un fichier, d'imprimer. Mais en fait, on n'imprime pas vraiment. On fait fichier, je vais prendre celui-là. Je vais fichier imprimer. D'accord. Et ici, ça va faire un fichier PDF. Donc là, on fait imprimer. Donc on va l'enregistrer sur le bureau. Test. Et là, on a directement un PDF qu'on peut lire. Alors, les navigateurs intègrent directement un module de PDF. Le mieux, c'est de ne jamais installer un logiciel si nativement vous pouvez le faire déjà. Parce que pas de logiciel, sécurité maximale. Pas de mise à jour et tout ça. Vous voyez, là on vient de faire ensemble un PDF directement avec le module natif de Windows. On n'a pas besoin d'autre chose pour faire du PDF. On peut directement aussi l'intégrer dans le module du navigateur pour voir. Le navigateur est un lecteur de PDF. Si vous avez besoin d'écrire sur le PDF, ce qui commence à être rare, c'est là qu'on va rajouter des modules, mais c'est là qu'on va devoir maintenir à jour le logiciel qu'on aura rajouté en plus. Donc, on revient sur les imprimantes. Donc, on a l'imprimante pour PDF qu'on vient de voir. Comment on ajoute une imprimante sur un Windows? Il suffit de prendre le CD ou le driver, le télécharger et l'installer. On va le faire. On va prendre n'importe quel driver. Comme ça vous donne la méthode et vous avez, même si on n'en a pas, c'est pas grave. C'est juste du suivant, terminé. Donc, on va sur Internet. On va lancer sur Google. Par exemple, on a une HP, une imprimante HP. Ça, c'est les plus connus, les HP, la Smart. On va prendre, on va dire HP imprimante. 4000, voilà, là, on va prendre celle-là, la 4100. Donc là, j'ai acheté une imprimante à Carrefour ou Leclerc.
Donc je veux quand même pouvoir l'utiliser. Je prends ma gamme d'imprimantes, j'ai juste à accepter les cookies, hein. Alors ça, sur la partie RGPD, il faut savoir quelque chose, c'est que l'Europe impose ça, mais les GAFAM, Google, Microsoft, Amazon, ils ont déjà tous les données. Donc ils n'ont pas forcément besoin d'avoir cette validation-là. En fait, ça nous perturbe, nous, en tant qu'utilisateurs européens, plus qu'autre chose, puisque les données sont déjà connues de tout le monde. Alors, on va chercher maintenant les drivers, logiciels et pilotes. Donc ça, c'est les pilotes, c'est quoi? Imaginons que vous allez en Chine, vous essayez de parler un chinois, bah, il faut le langage. Le pilote, c'est la même chose entre la machine et l'imprimante. Il faut ce pilote-là qui est le langage entre les deux appareils. En installant le pilote sur le Windows ou sur une autre machine, bah, il peut comprendre l'imprimante. Il donne des instructions à l'imprimante, d'accord? Donc, on va télécharger l'imprimante, on va chercher le pilote, logiciel d'installation, installé depuis le store. Ça, c'est beaucoup plus sécurisé. C'est un peu comme le store de télécharger. Vous avez le store de Microsoft. Alors, quand une application est dans le store Microsoft, eux, ils doivent valider que l'imprimante, l'application est sans virus et bien conforme aux règles de sécurité qu'ils ont imposées. C'est comme vous quand vous téléchargez dans le store d'Apple, dans le store d'Android, tout ce que vous téléchargez à ces niveaux-là, bah au moins c'est des choses que vous pouvez faire confiance. Là, on arrive dans le store, obtenir. C'est totalement sécurisé. Totalement. Ça, c'est des applications qui sont contrôlées, vérifiées, garanties sans virus. Ils imposent d'aller vers du store pour au moins avoir un contrôle avant de mettre des logiciels sur les machines. Si vous installez par exemple je vois beaucoup de gens qui installent de sources inconnues sur Android, bah c'est là que vous pouvez avoir des problèmes parce que on ne connaît pas d'où ça vient. Les hackers ont pu modifier les packages, avoir du contrôle en plus sur vos machines. Vous allez faire confiance à d'autres personnes. Moi aujourd'hui, je fais confiance qu'au store de Microsoft, Apple et Android. Mais je fais pas confiance aux outils qui sont en dehors de ces stores-là. Donc voilà, sur cette partie-là, on a installé la partie HP. Donc elle est installée et on peut bien sûr la lancer. HP Smart. Vous installez cette partie-là, l'HP Smart, vous mettez oui. Et après, on a juste à accepter, gérer les options. Moi, je vais accepter, ok. Comme d'habitude, hein, tout ce qui est cookies et tout ça. Et voilà, vous configurez. C'est juste du suivant, suivant, terminé. Vous lisez un peu la documentation. Souvent, il n'y a qu'une page. Vous appuyez suivant, suivant, terminé. Après, votre imprimante arrive à ce niveau-là. Imprimante et scanner. Moi, j'en ai pas, je le répète, donc on ne pourra pas l'installer. Elle arrivera à ce niveau-là et vous aurez la possibilité d'avoir des options. Donc, quand vous rentrez dans la propriété ici au niveau PDF, propriété de l'imprimante, vous allez avoir tout ce qui concerne l'imprimante. Là, est-ce que on la partage ou pas? Les ports, l'avancée, la gestion des couleurs. Aujourd'hui, c'est assez simple d'installer une imprimante. On va pas tout voir, hein, c'est juste du suivant, suivant, terminé. Ça, imaginons que ça ne marche pas. Votre imprimante, elle bug un petit peu. Vous la supprimez. Vous rentrez ici, vous venez dans le PDF, vous le supprimez. Hop, vous supprimez l'imprimante. Et à partir de là, vous la réinstallez de nouveau. Un logiciel qui ne marche pas, on le désinstalle, on remet un nouveau et souvent ça repart dans 90% du temps. Donc vous voyez le boulot du technicien, il est vraiment réduit à supprimer des logiciels et à réinstaller des logiciels ou à vous dire de redémarrer votre ordinateur. Redémarrer votre ordinateur, qu'est-ce que ça fait en fait? Pourquoi ça refonctionne? Votre ordinateur, il a un état stable quand il redémarre. Quand vous commencez à travailler sur Windows, qu'est-ce qu'il va faire? On a deux choses qui vont se passer. On va avoir une consommation augmentée de la mémoire et du processeur. D'abord, la mémoire, quand vous lancez une application, elle se charge dans la mémoire. Et donc, plus vous lancez d'applications, plus vous avez de mémoire consommée. Là, je viens de lancer, je suis à 69%.
je vais lancer plein d'applications. Hop, hop, hop. Le store, tout. Voilà, je vais lancer plein d'applications. On va regarder la mémoire. D'un coup, vous voyez, je suis passé à 86%. Donc, il y a bien un effet entre les applications que vous lancez et la mémoire et le CPU. Donc, ces applications-là, elles restent en mémoire. Pourquoi? La question est pourquoi? Quand on descend cette fenêtre de store, quand on descend ces fenêtres-là, et en fait, elles restent en mémoire. Quand vous cliquez dessus, elles apparaissent directement. Donc, ça permet finalement d'accélérer le rechargement de l'application. Elle se charge une fois en mémoire et dès qu'elle est chargée en mémoire, elle apparaît instantanément. C'est ça l'effet mémoire. On conserve des données qu'on a besoin d'accéder à l'immédiat. On accède, tac, ça apparaît. On décharge la mémoire en clôturant les applications. Chrome, j'en veux plus, je ferme. Et si je veux relancer Chrome, on va le voir là dans la mémoire, où on va voir le process, c'est un peu plus lent, vous voyez? Il y a un petit laps de temps. Mais si on la descend, qu'elle reste en mémoire, on la rappelle, elle est instantanée. C'est ça la mémoire. La mémoire, elle est proche du processeur et c'est des process directement qui s'appellent. Sinon, si la mémoire, elle n'est pas là, il va contacter le disque dur. Ça sera un chemin qui sera un peu plus long pour accéder à la donnée. Donc, on mettra un peu plus de temps. En vidant toute la mémoire, en redémarrant, on vide la mémoire. On verra aussi qu'il y a une autre notion qui est le cache. Le cache, c'est quoi? Voilà, je suis parti sur Internet, j'ai trouvé un guide Microsoft qui explique la partie du cache. Donc là, on va essayer d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. J'ai rajouté la mémoire à ce niveau-là au système de cache. Mon CPU, il communique avec notre mémoire. Après, quand la mémoire elle est remplie, il va se mettre dans le système de cache. Et le système de cache, quand il est rempli, il va le redécharger, tout ça. Quand vous fermez l'application, il va redécharger dans le disque dur. La mémoire avec le CPU très rapide, le premier niveau qui est très rapide. Le deuxième niveau, c'est le cache. Alors pourquoi il est plus rapide que le disque dur qui est à ce niveau-là? Le troisième niveau, c'est le disque dur. Parce que il coupe le petit disque. Imaginez, vous avez le disque, c'est une maison. Imaginez qu'on a une maison complète ici. Donc, si vous cherchez une valise dans une maison, bah vous devez chercher dans toutes les pièces de la maison. Donc c'est un peu plus difficile que si on disait ah bah ma valise je l'ai rangée dans le garage. Donc voilà le petit système de cache qui va se passer. On dédie une petite zone du disque dur pour faire ce cache là. Comme ça, on sait que au lieu d'aller chercher dans le disque qui est hyper gros, on va chercher dans une petite partition de ce disque-là. Donc, mémoire, on sait que c'est très rapide. Tac, si on vient dans le cache, on vient chercher uniquement dans le garage notre petite valise. Et voilà, et là c'est magique parce que on peut avoir un système à 3 niveaux qui nous dit, voilà, tu veux traiter rapidement, l'utilisateur est en train de faire du Photoshop, garde-le en mémoire. Lui, il ne utilise plus Chrome, mets-le dans sa mémoire cache, et il a fermé l'application, orange-le à côté dans le disque dur ici parce qu'il a fermé, on n'a plus besoin de le recharger puisqu'il a décidé de fermer l'application. Donc on a vu maintenant le système de cache, on a vu un petit peu la partie imprimante. Je vous ai parlé sur la partie de l'imprimante des drivers, des pilotes qui driver égale pilote, hein, c'est la même chose. On va regarder un petit peu comment on dépanne ces pilotes-là aussi, parce que je vous ai dit, il faut juste les installer, réinstaller. Alors, des fois, il nous reste des résidus. On va voir comment on gère cette partie pilote. Donc, on vient à ce niveau-là, gestionnaire d'ordinateur. Moi, je passe toujours par là. Donc, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des drivers. Les drivers, c'est quoi? C'est la partie qui vous permet de communiquer avec vos différents appareils ou vos différents périphériques. Donc, votre clavier, votre souris, votre webcam, tout ça, c'est des langages propriétaires. Vous avez une webcam qui est fabriquée par un Chinois, vous avez un clavier qui est
fabriqué par un Hollandais. Donc tout ça, c'est propriétaire parce qu'ils ont chacun leur protocole. Pour pouvoir que Windows il comprend les claviers webcam et autres, on est obligé de mettre des pilotes. C'est comme le langage je vous ai dit tout à l'heure. Vous voulez parler un chinois, vous devez avoir ce driver, ce langage-là qui est du chinois, le traducteur français-chinois, pour pouvoir parler avec lui. On est sur la même chose. On va regarder les drivers les plus importants. Les drivers de la carte graphique. Qu'est-ce que ça fait? Ça améliore les performances de la carte graphique. Donc, imaginons que moi je suis un joueur de jeux vidéo, j'ai envie que ma carte graphique elle n'ait pas de bug et qu'elle marche toujours. Je vais toujours télécharger les dernières versions de driver de carte graphique. Carte graphique, on a deux grosses marques. On a la partie Nvidia. Ça, c'est la société qui fait de l'intelligence artificielle avec leur carte graphique des très puissantes. On va chercher les pilotes à ce niveau-là. Et donc, on a juste à rentrer là où on veut, mise à jour des pilotes, des GeForce. On donne notre produit qu'on a acheté, d'accord? On choisit le produit. Imaginons que c'est une GeForce. C'est pour portable ou les dernières générations, ça c'est pour poste fixe. Ça, vous l'avez directement dans votre quand vous l'achetez, hein. Vous avez le nom, le modèle. Vous lancez la recherche. Et après, vous avez juste à télécharger, suivant, terminé. Et le pilote se met à jour tout seul en continu. Aujourd'hui, tous les systèmes ont des mises à jour automatiques. Vous n'avez rien à gérer de la maison. Au niveau de la carte réseau, c'est pareil. On a plein de cartes réseau. Ça, c'est des cartes standards. Et la carte réseau à ce niveau-là. Je peux pas le faire, mais si on a un problème, par exemple, au niveau on va le voir au niveau je vais essayer de trouver un périphérique. Donc, imaginons que vous avez un problème de driver. Il y a juste à désinstaller le driver ou le mettre à jour. Souvent, les techniciens vont dire directement, bon, je vais faire la mise à jour parce que c'est la solution la plus simple. On va télécharger sur le site et on va mettre suivant, terminé. Mais des fois, ça suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire quand il y a un problème sur le device? On va prendre le device, désinstaller l'appareil, on le désinstalle. Donc il nous demande de redémarrer, on va le faire. Hop. Il va enlever le périphérique, il va le remettre, le redétecter, et c'est comme si vous avez fait une nouvelle install de Windows. Après, vous avez juste à réinstaller les derniers drivers mis à jour ou pas. Ça dépend si la mise à jour elle a fait bugger votre souris ou votre webcam. C'est là que vous remettez l'avant-dernier driver. On va rechercher une version en amont. Donc il m'a remis la souris, on l'a enlevée, mais elle est revenue. Donc voilà. Donc sur la partie driver, voilà là où qu'est-ce que vous pouvez faire quand il y a une panne. On récapitule, on met à jour, on désinstalle le driver, on le désinstalle. Et si on a plusieurs cartes réseau et que on veut tester qu'il y en a une qui nous embête ou qui nous embête pas, on va faire bouton droit, on va désactiver. Là, par exemple, je vais désactiver le son. Voilà, le son sur la partie de la machine virtuelle ne fonctionne plus. J'ai désactivé. Vous voyez là, le son directement, tac, il passe en coché. Je vais réactiver et le son, il est revenu de la machine virtuelle. Maintenant, on va faire du diag par rapport à tout ce qu'on a un petit peu appris. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ils prennent directement ChatGPT. Je viens de mettre une phrase au niveau de ChatGPT. Pour les gens qui connaissent ou qui connaissent pas, au final, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire comment voir qu'une machine nous répond en PowerShell. Alors pourquoi on dit tout le temps ce mot en PowerShell? Parce que c'est l'outil qui vous permettra d'administrer toutes les machines sans rien connaître. Le mot, c'est en PowerShell. Donc on envoie et on ouvre notre PowerShell. Alors, comme d'hab, hein, exécuter en admin si on a besoin de faire des tâches d'admin, en normal si on a besoin juste de faire des tests. J'ai pas besoin de forcer l'administrateur tout le temps. Donc, on va mettre un petit peu à côté. Commande très très importante
test net connexion. Là, eux, ils ont juste fait un test connexion, mais nous, on va faire test net connexion. Alors, c'est quoi la différence? Alors, test connexion. Là, test connexion, on a besoin du computer name, donc du nom de machine, et count, ça veut dire qu'il va le faire qu'une seule fois. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ça, on va faire exactement ce qu'il nous dit, on colle, on se rappelle plus du nom de la machine, CTRL C pour casser la commande, hostname. Je recolle ma commande, je copie le hostname, je viens le coller. J'envoie. Test connexion, je vérifie si la machine elle est présente. Je ne teste qu'une seule fois, elle est présente, true. Je teste 100 fois qu'elle est présente. La commande est plus longue. Teste une fois, teste deux fois, teste trois fois, teste quatre fois. Tant que la machine elle teste, s'il a jamais de raté, il va nous dire true en termes de réponse. Donc je teste 100 fois la machine. Mais bon, on n'a pas besoin de faire ça, mais ça c'est juste pour que vous compreniez la commande avec le paramètre count. Donc vous voyez là, on a un PowerShell un petit peu plus avancé avec là, on a une commande directement. Là, on va faire une commande. Hop, on va faire une commande. Si le test connexion, si la connexion, le test de la connexion de l'ordinateur serveur 1 sur un seul test est bon, j'envoie la machine et répond. Sinon, la machine ne répond pas. Voilà, ça c'est juste pour sortir un peu de l'interface graphique, mais nous on a juste besoin de savoir true. J'aurais dû mettre que 2 parce que 100 c'est un peu trop long d'arriver à 100 tests. Donc je vais casser la commande, CTRL C. Bon, je vais le fermer, mais là je vais juste mettre par exemple 2 qui sera plus rapide. Voilà, donc on teste 2 fois, là on teste 100 fois, vous voyez c'est plus long. Donc on va arrêter cette partie-là et on va remettre un autre PowerShell. Deuxième commande, qu'est-ce qu'il nous a fait? ChatGPT, test connexion. Ici, test connexion, test net connexion, voilà la commande que moi je préfère. Votre serveur délivre un service sur le port 3389. 3389 est un port à connaître, c'est pour ça qu'il vous l'a mis. 3389, c'est le port RDP qui nous permet de prendre la machine à distance. À chaque fois qu'il y a un port important, je le répéterai, 3389. Donc, on teste le port. Ici, on va copier, coller. Si on voulait tester le RDP, voilà. Il va nous mettre false parce qu'on n'a pas de machine qui s'appelle nom de machine. Donc, il va nous renvoyer un false. On va voir le résultat. On essaie d'aller vers cette machine-là. Il ne trouve pas son IP parce qu'il nous avertit que name résolution, ça c'est une fonction du DNS. Il ne voit pas la résolution. Le name résolution, c'est comme si vous cherchez Elon Musk et que Elon Musk, vous ne trouvez pas son numéro de téléphone, il vous renvoie pas, donc il fait un fail. Il n'arrive pas à retrouver ou l'adresse de Elon Musk qui permet de le retrouver. Donc on n'arrive pas à le retrouver, il nous met un false. Maintenant, on a une commande netstat et tracert. Donc on va voir un petit peu comment on va essayer de diagnostiquer où est le point de défaillance qui va vers Google. Donc c'est la commande tracert. Tracert google.fr. Donc on lance la commande. Tracert, c'est un peu comme si on avait le GPS. On va à Marseille et à Marseille, on va s'arrêter entre les deux à Tulle. On va s'arrêter à Tulle. Donc, chaque fois qu'il s'arrête à un endroit, vous voyez, il met la correspondance ici. On va à Marseille, on s'arrête à Tulle, on est à Paris. Donc voilà un petit peu. Et après, il va nous dire, il fait des bons. Là, il passe par des bons. Là, les bons nous disent pas, ils se cachent, hein, mais par contre, on fait tant de bons, mais à un moment donné, on va bien arriver vers Google, quoi. Donc voilà, on va, avec la commande tracert, on va aller vers Google
Et vous voyez, il passe par ce point-là. Donc ça, c'est le premier point. Et ça, c'est le dernier point. Et entre les deux, on a des composants qui se cachent. Donc on voit pas forcément leur IP, on voit pas vraiment vers qu'est-ce qu'il y a, mais on arrive bien chez Google. Dans une société, vous allez tout de suite savoir sur quel endroit ça bloque, quoi. Mais il faut avoir une connaissance de l'infrastructure pour pouvoir dépanner un petit peu au niveau de cette partie tracert. Donc maintenant, on va avoir une commande très importante, hein, la testnet connexion. Je vous rappelle quelque chose, c'est que imaginons qu'on fait testnet connexion. Au lieu de mettre testnet connexion, il y a un alias TNC. TNC, testnet connexion. Et maintenant, ici, on va mettre localhost. Hop, on va mettre localhost. Localhost, ça veut dire c'est la machine elle-même, hein. On n'a pas besoin de mettre le nom de sa machine pour accéder à la machine. Ça, c'est le nom de la machine là où je suis. Sinon, pour un partage, on peut pas mettre localhost. On peut mettre localhost de la machine. Localhost. Là, elle vient vers elle-même. On a accès au partage. Mais quelqu'un qui serait en dehors de la machine, votre collaborateur qui est juste à côté, pour accéder à votre machine, il doit mettre le nom de votre machine. Localhost, c'est que pour nous. Donc là, on va tester la connexion sur le port. Hop, on va changer le port. On va essayer de trouver un port qui est ouvert. 445. 445, on se rappelle que on a ouvert le partage de fichiers. On va voir si de dehors, il peut nous atteindre. Tru. Ok, le port, il est ouvert. Il est en écoute. C'est très bien. Donc, je rappelle les commandes. Hostname. On récupère le hostname. Je sais que je me répète sur les commandes, mais c'est fait exprès. C'est pas parce que j'ai envie de me répéter, c'est pour que vous les retenez. Donc ces commandes-là, je les répéterai toujours. Hostname, testnet connexion, TNC. C'est des trucs qu'on utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous pouvez pas y passer. Donc testnet connexion, le nom du computer. On récupère le nom du computer. Port 445, il est ouvert. 445, port SMB. D'accord? Je veux que au niveau quand vous sortez de la formation, quand vous sortez de ce cours, que vous arrivez à mémoriser les ports 445, 33, 89, etc. Donc voilà, à chaque fois je répéterai les ports, même si vous les connaissez par cœur. Parce qu'il y a des gens qui ne les connaissent pas, et il faut qu'ils les connaissent par cœur. Donc TNC, on arrive à aller vérifier un service distant, si il est actif ou pas. Vous avez Netflix qui est là. Netflix, vous voulez vérifier que le serveur Netflix vous réponde, d'accord? Netflix, c'est sur le port 443, c'est de l'internet, HTTPS 443. Qu'est-ce que je fais? Ok, donc test net connexion, Netflix 443.fr. On teste si le port il est en écoute. Maintenant, on va avancer un petit peu parce que vous avez retenu TNC, testnet connexion. Donc, on va avancer. On va se dire maintenant, ouais, Paul, c'est moi qui délivre le service Netflix. Comment je regarde si mon service, il est bon ou pas? Donc, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Service. D'accord, le service, ça doit être le service partage de fichiers. Donc, je vais vous dire, j'ai oublié de vous dire, je ne sais pas c'est quoi le service ChatGPT. Je redescends, je remets là. C'est quoi le service qui partage les fichiers sur Windows? Donc, on demande à ChatGPT, ok, c'est quoi le service? On ne se rappelle plus du port 445. Quel est son port? 445, 139. Il se base sur d'autres, mais le principal, c'est le 445. Maintenant,
ici, la partie 139, 137, ça c'est des anciens protocoles, le NetBIOS, hein. Et la partie NetBIOS, on l'utilise quasiment plus. Presque, on pourrait, je ne sais pas si on peut les désactiver. Ça dépend de votre Windows 2000, Windows Server domaine. Donc, on va voir un petit peu plus tard toute cette partie interconnexion avec le domaine. Mais ce qui nous intéresse, c'est le port 445 qui est utilisé pour le partage de fichiers sans NetBIOS. Donc, 445. Je vais voir si le port 445 il est ouvert. Bah, on l'avait vu, hein, c'est là. On a testé ici. Donc c'est bien, il est bien sur Tru. On vient de le tester ici, le port 445. Donc lui, il nous a dit pour le serveur de fichiers, le service, il s'appelle LAN Manager. Donc on a la commande Start Service, Stop Service. C'est des commandes importantes. On arrête les services et on les redémarre. Demain, imaginez votre serveur, il faut que vous sachiez, vous n'avez pas d'interface graphique. Donc ces commandes-là, elles sont primordiales. Elles sont primordiales. Donc on va prendre la commande, on la copie. Alors là, on a le start, on a le stop, on a le get. Donc la première commande, on la copie. Le get, il va nous permettre de récupérer les informations du service. J'ai juste à copier cette commande et la réintégrer dans mon PowerShell. D'accord, aujourd'hui on travaille comment? Une fenêtre ChatGPT d'un côté, une fenêtre Windows de l'autre, et on copie, on colle les commandes. Là, je vois que le service, il est running. Donc il est démarré. Je veux arrêter le service, donc je vais stop le service. Stop service, copier, coller, stop service. Ah, le service, il ne peut pas être arrêté parce que je ne suis pas administrateur. PowerShell exécuté en tant qu'administrateur. Donc cette fois-ci, je lance le stop service. Voilà, il est passé en stop. Donc je récupère le get service ici. Il est passé en stop start-service. Il est allumé. Ah non, j'ai start service, il est allumé, mais après c'est get service. Voilà. Donc il est passé en running. Après, on a la partie Red Start Service. Par exemple, j'enlève cette partie-là. D'accord? Red Start. Redémarrer le service. Donc, le statut, après le get, il est démarré. Ici, on fait des select object, là cette commande-là, select object. Si on la supprime, il récupère la même chose. Entre guillemets, select object. Maintenant, je dis, bah tiens, je veux que le nom du service. Voilà, je sélectionne l'objet, service, select objet. Je veux sélectionner que le statut. Hop, directement, status, il est en running. Voilà, donc on est capable de montrer que le nom. Alors le PowerShell, on y passe un petit peu, c'est on envoie une commande, get start service, verbe sujet, et derrière on met des paramètres, -m, on met le nom du paramètre qu'on veut. Le grep, il est très important, cette barre verticale qui est Alt-GR, plus la touche 6 d'en haut. Le grep, il nous permet de faire quoi? On récupère la commande, le résultat de la commande qui est renvoyé en tableau. Écoutez bien, une commande PowerShell, ça se renvoie en tableau. À partir de ce tableau-là, on sélectionne une case du tableau et on renvoie le résultat. D'accord? Voilà un petit peu le PowerShell. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que vous n'avez plus besoin de faire de formation PowerShell. Vous écoutez tout ce qu'on va dire au fur et à mesure, bah vous n'avez pas besoin de formation. Franchement, vous allez exceller même sans formation PowerShell. Juste retenir les différentes commandes qu'on passe en même temps que les formations qu'on fait. Donc voilà la partie du get service, get. Donc vous savez un peu manipuler les services, vous savez voir leur état, mais vous savez pas encore dire si le service il est en écoute ou pas. Là, vous savez juste que
vous avez allumé votre moteur de voiture, mais la voiture, vous savez pas si elle roule ou elle roule pas. Donc maintenant, on va remettre ChatGPT, on va mettre une nouvelle conversation pour un peu éclairer tout cette partie-là. Donc on lui demande c'est quoi le service du partage de fichiers. Donc là il va nous répondre sur le service et tout ça. Donc on va commencer une nouvelle fenêtre et on va lui demander. Alors j'aurais pu mettre une phrase que je maîtrise, mais là je vais mettre une phrase comme si je connaissais rien. Donc, je demande comment on sait que le service du serveur de fichiers fonctionne en PowerShell. Donc, parce qu'on va faire les diags en PowerShell. Donc, c'est pas celui-là qu'on veut. Ça, c'est juste, on vérifie si le rôle, il est installé. Mais, c'est bien aussi. Donc, on va vérifier. Là, on n'est pas sur un serveur. Donc, on n'a pas ces commandes-là qui sont reconnues. C'est pas celui-là. Get SMB, on va tester celui-là. Lister les partages. Coller tout de même. Ah, j'en ai trop copié. Get MB share. Alors, get MB share, voilà, ça c'est intéressant parce qu'on voit que le partage, il est là, il est fait. Le partage, il s'appelle partage. Et là, c'est une liste finalement qui nous liste les partages qui existent sur cet ordinateur. Au niveau de Windows, si vous connaissez l'interface graphique, gestion de l'ordinateur, dossier partagé, on revoit la même chose qui est à ce niveau-là. Voilà, c'est la correspondance du tableau d'administration à ce niveau-là. On va refermer, on va revenir. Donc, il n'a pas trouvé la solution. Des fois, ChatGPT ne connaît pas tout. Donc, je vais vous donner la solution. Donc là, on a commencé à parler avec le serveur de fichiers. Si on voulait être plus précis, on va dire par exemple vérifie si le port du service et on écoute. En gros, l'ordinateur doit tout le temps écouter. Il écoute s'il y a quelqu'un qui lui parle. Allô, il y a quelqu'un? Allô, port 445, tu réponds. Donc on va rajouter le port 445 pour être plus précis. C'est génial, il nous donne tout. Nous, on a juste à copier-coller. Get net connexion, TCP connexion, local listen. Je copie, je colle. Génial. Il est listen. D'accord? Si je prends maintenant, est-ce que le port 3389, il est listen? Il n'est pas listen. Donc, c'est génial. On vient de copier-coller la commande get net TCP connexion. On va voir s'il y a un alias. On va voir. Donne-moi l'alias. L'alias, ça veut juste dire donne-moi le petit mot, tu vois. On va taper GNC. Au lieu de TNC, GNC les gars ou les filles. Donc GNC. Donc c'est très important de faire GNC. Donc on va récupérer le PowerShell en mode admin. C'était cette fenêtre ou celle-là? GNC. GNC n'est pas reconnu. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un alias ici, cet alias GNC. Copier. Hop, on va récupérer le mode admin. Cet alias. OK. Ça, c'est la première chose à faire. Aïe, vous avez vos deux commandes qui sont importantes. TNC et GNC. Donc maintenant, GNC, ça appelle le get. Ça nous rappelle cette connexion. Moins. Quand on ne sait pas, on tabule. Donc comme ça, vous avez à peu près les formules qui apparaissent. Voilà. Donc local port 445 moins je tabule, state, listen. Mais à force de les taper, vous le saurez. Donc cette partie-là, on arrive à voir si le port il est en écoute. Donc quelqu'un de l'extérieur peut venir accéder au service du serveur de fichiers.
Là, on a fini notre diag. Le service, il est ouvert, il est running. Le service, il est en écoute. Mon serveur, il est opérationnel. Le partage de fichiers est opérationnel. En plus, on a listé nos partages. On a vérifié les autorisations que la personne avait bien les accès. Aïe, c'est fait. On sait que notre serveur, il est OK. On va dire à l'admin réseau, bah, c'est plus notre périmètre. Regarde dans tes logs si toi, tu as des blocages au niveau du réseau. Nous, on a fait tous nos tests. On peut le scripter. On peut demander à ChatGPT de nous scripter toute cette partie-là et de valider que la partie est bien ouverte ou pas. Donc, on peut utiliser l'IA pour aussi scripter tout ce qu'on fait manuellement. D'accord? On verra un peu les scripts plus tard, mais là, on s'arrête là pour aujourd'hui.